Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur le blog de Cocomelon. Donc ici on va voir un exemple simple de shellcode sur Linux. Avant de faire ceci, il faudra configurer une machine virtuelle un peu particulière parce qu'on sera obligé d'exécuter du code dans la pile, donc il faudra désactiver certaines protections. Je vais changer d'hyperviseur, on sera sur du KVM. Donc avant de lancer la machine virtuelle, il faudra la configurer. Donc pour la configuration, il faut aller dans Préférences et dans Général, il faut activer Enable XML Editing. Donc c'est pour éditer de façon manuelle la configuration. Une fois qu'on est sur la machine, il faut aller sur la configuration de la machine. Donc le I, un caron bleu, et dans le processeur, donc vous mettez un processeur comme ça, un vieux processeur, un corps de duo, pas plus simple. Et dans XML, il faut désactiver la protection qui permet de ne pas exécuter du code dans la pile. Donc il faut aller dans CPU et il faut désactiver le drapeau NX du CPU. Donc faire feature policy égale disable enam NX. Une fois que ceci est fait, on démarre la machine et il faut vérifier que le flag a bien été désactivé. Donc pour vérifier si le flag a bien désactivé, on fait un sudo des messages et on cherche la chaîne NX en majuscule. Et là, sur la première ligne, on a Notice NX Execute Disable. Et il y a marqué que la protection n'est pas disponible sur ce type de processeur. Oui, c'est logique, car on l'a désactivé. Donc là, on rentre dans le dur de la leçon. Donc là, il dit bonjour, passionné de la cybersécurité et white hacker, donc les hackers blancs. Donc, il nous explique un peu le code shell. Donc, alors, le code shell, l'écriture du shellcode est un excellent moyen de savoir plus sur le langage assembleur et sur la façon dont un programme communique avec les systèmes sous-jacents. Bah oui, on fera des programmes de plus en plus compliqués et on va comprendre comment fonctionnent les appels système et la librairie en C. Pourquoi sommes-nous les équipes rouges et les testeurs d'intrusion qui écrivont du shellcode? Parce que c'est pour nous apprendre à comment les attaquants ils font. Bon, il n'y a pas que les équipes rouges et les testeurs, il y a les attaquants, les attaqueurs qui font aussi du shellcode et les chercheurs. Parce que dans le cas réel, le shellcode peut être injecté dans un programme en cours d'exécution pour lui faire quelque chose sur lequel il n'a pas été conçu. Par exemple, les attaques des débordements de tampons ainsi que le shellcode peut généralement être utilisé comme charge utile ou un exploit. Bah oui, on peut utiliser le shellcode pour exécuter n'importe quoi et faire ce qu'on veut. Aussi bien exécuter un shell que faire du malware, que faire de l'évasion, etc. Pourquoi le nom shellcode? Historiquement, le shellcode est un shellcode machine. Une fois exécuté, génère un shell. Donc ici, le premier shellcode c'était à nous exécuter un terminal, mais c'est toujours aussi utile aujourd'hui car une fois qu'on a le terminal, on fait ce qu'on veut sur le système d'exploitation. Il ne reste plus qu'à faire la persistance, de l'élévation de privilèges, de la récupération d'informations, etc. Alors, tester le shellcode. Lors du test du shellcode, il est agréable de simplement l'insérer dans un programme et de laisser s'exécuter. Le programme C ci-dessus sera utilisé pour tester l'ensemble de notre code. Donc rune.c. Donc ici on a le code qui me permettra d'exécuter notre code. Donc on va un peu l'expliquer. Donc on a le programme en run.c. Donc on va mettre notre shellcode dans un tableau de caractères. Là on a une fonction. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pointeur qui va stocker l'adresse d'une fonction, donc en entier. Une fois que le pointeur est créé, on met dans ce pointeur de fonction l'adresse de la chaîne de caractères exécutés. Et après, on lance notre pointeur, donc notre fonction. Il va exécuter la chaîne qui est à l'intérieur. Et après, on va faire un return 1. Donc on met un return 1 simplement parce que si notre code c'est pas bien exécuté, le programme va se terminer, va faire un return 1. Si notre code c'est bien exécuté et que dans le shellcode on a mis un retour autre que 1, on aura le retour autre que 1. La connaissance du langage C et de l'assembleur est fortement recommandée. Bah oui, parce qu'en fait on va principalement coder tout en C et en assembleur. Après, rien ne vous empêche d'utiliser un autre langage que C. Vous pouvez s'amuser à faire du shellcode en Rust ou en d'autres langages compilés. À savoir également comment fonctionne la pile est un gros plus. Donc là, si vous vous rappelez plus comment ça fonctionne la pile, regardez les vidéos sur comment créer des programmes en assembleur ou sur le blog. Vous pouvez bien sûr essayer d'apprendre ce qu'il signifie à partir des dictatiels, mais il est préférable de prendre votre temps pour en apprendre davantage à partir d'une source plus approfondie, comme je viens de le dire, ou en lisant les PDF en fin du blog. Alors, il faut désactiver la SLR, donc la randomisation des positions des pages d'adressage, donc qui permet de décaler à chaque fois les adresses d'un programme.
est une fonctionnalité de sécurité utilisée aujourd'hui dans la plupart des systèmes d'exploitation. La SLR organise de manière aléatoire les espaces d'adressage des processus, y compris la pile, le tas et les bibliothèques. Elle fournit un mécanisme pour rendre l'exploitation difficile à réussir. Vous pouvez configurer la SLR sous Linux à l'aide du proxy kernel randomize VA pass interface. Donc, les valeurs suivantes sont prises en charge. Donc, 0, aucune randomisation. Donc, il n'y aura rien. Les adresses mémoire ne vont pas changer. On a une randomisation conservatrice avec le 1. Donc, ça veut dire qu'on génère une fois un nombre qui va mettre les adresses aléatoires et après, on changera pas le décalage des adresses. Et là, en 2, on a la randomisation complète, ça veut dire que là, à chaque fois qu'on va exécuter un programme, il y aura un décalage différent. Pour désactiver la SLR, il faut exécuter echo 0 sur le proxy kernel randomize pass. Par contre, ceci, il faut le faire en mode administrateur. Donc, faisons-le, copier. Donc, on crée un terminal root. On peut l'utiliser avec FidoSU. Après, ça dépend du système d'exploitation, ça peut être différent. Ça peut être par exemple SU- sur Debian, etc. On désactive la SLR. Et là, il est désactivé. Et on retourne sur notre terminal. Pour l'activer, à la place de mettre 0, on met 2, comme c'était écrit ici. Là, on va apprendre un peu l'assemblage. Tout d'abord, répétons quelques informations introductives supplémentaires par des nouvelles instructions et des anciennes instructions sur l'ensemble des registres Intel x86. Donc on a les registres communs, donc EAX, EBX, ECX, EDX. Tous ceux sont en 32 bits et ils ont pour objectif général d'être des registres communs. Après on a les AH, BH, CH et DH. Donc ça accède aux 16 bits les plus hauts des registres. Donc c'est comme si on découpait les registres là et on prenait la moitié et on prenait la moitié supérieure, donc H comme I, des registres généraux. Après, on a le lower, donc là, c'est pas sur 16 bits, mais c'est sur 8 bits, donc la partie la plus basse, donc AL, BL, CL, NDL, qui permet d'accéder aux 8 bits les plus bas. Après, on a EAX, AX, AH, et AL qui sont appelés accumulateurs, donc c'est tout ce qui est registre accumulateur qui permet de, par exemple, d'additionner des nombres, etc. Donc les registres peuvent être utilisés dans les entrées-sorties, les arithmétiques et les appels d'interruption. On peut utiliser ces registres pour implémenter des appels de fonctions, ou des appels système plutôt. On a EBX, BX, BH et BL, qui sont des registres de base, qui sont utilisés dans les pointeurs de base, par exemple dans la pile, pour l'accès à la mémoire. On utilise ces registres pour stocker les pointeurs et leurs arguments pour les appels système. Le registre est aussi quelquefois utilisé pour stocker la valeur de retour depuis une interruption. On a ECX, CX, CH et CL, qui sont aussi connus sous le nom de registres de comptage ou de compteur, par exemple les boucles, ou par exemple savoir à partir de quel index se trouvent des caractères ou des chaînes dans une chaîne. On a EDX, DX, DH et DL, qui sont appelés données, qui sont des registres qui peuvent être utilisés pour les entrées-sorties au niveau des ports, et l'arithmétique et quelquefois les interruptions, donc les appels système. Certaines instructions sont importantes en programmation assembleur, donc là on a un petit exemple. Par exemple on a un mov EAX32, donc on met la valeur 32 dans le registre EAX. On a un XOR, donc un OU exclusif, qui fait l'opération sur un registre EAX sur EAX, sur le même registre, et il faut savoir que un XOR sur le même registre qui possédera évidemment la même valeur, sera toujours 0. 0 ou 0 exclusif égale 0, exclusif avec 1, ça fait 0. On a push EAX, par exemple, pour pousser la valeur EAX à la pile. On a le contraire, on a pop qui va dépiler une valeur dans la pile et qui va le mettre dans le registre EBX. On a call mySuperfunc qui va appeler cette fonction. Et on a int 080 qui va faire l'interruption 80 qui sont les appels système sur le système Linux. Il faut bien se rappeler que c'est ça le système Linux. Vous faites ça sur Windows, ça fonctionnera pas. Et même sur BSD, sans l'émulation Linux, ça fonctionnera pas aussi. Les appels système Linux, les appels sont des API, interface entre l'espace utilisateur et l'espace noyau. En fait, c'est ce qui fait le lien. Il demande à faire des actions à partir du système d'exploitation à partir de l'espace noyau. Vous pouvez utiliser les appels système Linux dans vos programmes assembleurs. Vous devez suivre les étapes suivantes pour utiliser les appels système Linux dans votre programme. Donc la première chose, c'est d'appeler
le numéro de l'appel système dans le registre AX. Après, on stocke les arguments qu'il a besoin, qui vont être appelés, donc dans les registres EBX, ECX, etc. Et une fois que ceci est fait, il faut appeler l'appel système, donc on fait ceci avec l'interruption 80. Le résultat est communément retourné dans le registre EAX. Tous les systèmes x86 sont répertoriés dans user include ACM unit std 32 FH. Alors ça c'est pas forcément vrai. Ça dépend de votre système d'exploitation Linux, votre distribution, etc. C'est pas forcément dans user include ACM unité 32 std. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils sont dans ce fichier là. Il y a un moyen de rechercher le fichier. Donc il suffit de utiliser la commande find sur le répertoire racine. On va dire chercher dans tout le disque le nom du fichier unit.std. Et toutes les erreurs, on va les mettre dans, on va pas les afficher, donc on les met dans le device nul, dans un endroit où il n'y a rien du tout. Peut-être de trou noir de Linux. Tu vois, ici, là, on a user include x86 Linux new ACM. C'est pas le même répertoire qu'on a ici. On a un exemple de la façon dont la libc encapsule les appels système. Donc passons à la compilation et au désassemblage. Donc on a le programme qui est ici, qui fait juste une fonction qui renvoie rien et qui a rien. Donc fonction principale et qui fait un excite 0. Et on la compile. Donc le premier c'est ceci. Donc on va la compiler. Donc on compile. Normalement on va avoir un excite 0. C'est bon. Et là on va le désassembler. On va débugger le programme. Donc là on désassemble la fonction excite. Donc on voit un exemple de la fonction excite, c'est que par exemple dans EAX là il charge plusieurs fonctions dedans. Donc il y a EAX FX, FC qu'on connaît pas, et on a le 1 qu'on sait que c'est appelle la fonction excite. Donc par exemple là le FC si on connaît pas, on peut le voir en le cherchant dedans. Donc mais le problème c'est que le FC c'est des décimales, donc il faut le convertir. Donc en Python on peut le faire si on voulait. Faites Python, voilà. Faites Python 3. Faites C et là on a la commande. Donc 252, on fait 4 le nom du fichier et on cherche la chaîne 252. Et on voit que là c'est un excite group. Donc ici on a la confirmation qu'il utilise deux appels différents, excite group et exit. Donc on a bien de fonctions imbriquées. Donc là, on va faire quelque chose de très important, on va voir ce que c'est l'octet nul et les problématiques qu'il peut poser sur notre shellcode. Donc tout d'abord, je souhaite attirer votre attention sur les octets nuls. Nous allons étudier un programme simple, on a ce programme là simple, et si on le compile, on a un certain résultat. Donc là, on a le programme Meo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste une fonction qui affiche du texte, et entre le texte, il y a un caractère nul. Donc un octet nul. On va voir ce que fait l'octet nul. On compile le programme en 32 bits. Si le programme ne compile pas, installez la librairie multilib pour que ce soit compatible 32 bits, un système d'exploitation 64 bits. On exécute Meo, et là on voit que le caractère nul a fait que la chaîne a été tronquée. On a la partie à droite qui n'a pas été affichée. On peut le voir. On voit que là qu'il manque cette partie-là à la fin. Donc comme vous pouvez le voir, un octet nul a terminé la chaîne d'instruction. C'est ce que j'ai dit. Les exploits attaquent généralement le code C. Donc en fait, il voulait dire que la plupart des exploits sont faits en code C, et par conséquent, le code shell doit être souvent livré dans une chaîne terminée par nul. Si le code shell contient des octets nuls, le code C exploité peut ignorer et supprimer le reste du code à partir du premier octet nul. Donc ça veut dire que dès qu'il rencontre un octet nul, tout le code qui est derrière sera ignoré. Cela concerne uniquement le code machine. Bah oui, parce qu'une chaîne de caractère normal, ça va l'ignorer, mais ça va pas empêcher de fonctionner. Si vous devez appeler l'appel système avec le numéro XB, vous devez naturellement être en mesure de produire le numéro 0XB. Oui, ça il dit qu'en fait, il faut faire, si on veut faire ce numéro-là, il faut faire exactement XB et pas par exemple 00B dans le registre EAX. Mais vous ne pouvez utiliser que des formes de code machine qui ne contiennent pas d'octet nul dans le code machine lui-même. Nous allons compiler et exécuter des codes équivalents. Donc le premier, donc excite ACM. Donc lui, il va utiliser les instructions mauve. Donc celui-là, là, il utilise les instructions mauve et 1. On a notre premier exemple. On le compile. Donc là, on va le compiler. On va le linker et l'exécuter en même temps. On va faire un objet dump pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc là, faut bien mettre la syntaxe Intel. Et ici, on voit qu'il y a un problème. On voit que l'instruction mov et EAX nous a produit des octets nuls. Donc ce code shell ne sera pas exploitable. Comme vous pouvez voir, nous avons des zéros dans le code machine. Oui, comme j'ai dit. On fait un deuxième code ACM. Donc le changement ici, c'est qu'on utilise la fonction ZOR EAX qui correspond exactement à ceci, à faire un mov 0. Et on peut faire aussi sur 8 bits, donc le 1. Donc là, on n'aura pas de 0 sûrement. Donc on va compiler, on va voir si ça donne la même chose. Donc c'est le code qui est là. On le compile, on le link. Et une fois que ceci est fait, on va le désassembler et on va voir si on a des codes nuls. Donc ici, on n'a pas de code nul. Donc ça veut dire que c'est bon, on peut l'utiliser en tant que shellcode. Donc comme vous pouvez le voir, il ne contient aucun octet nul. Comme je l'ai écrit plus tôt, le registre EAX contient le registre AX, AH et AL. AX est utilisé pour accéder aux 16 bits inférieurs. Donc en fait, il faut savoir que par exemple, il y a AH, AX aux 16 bits inférieurs, on a AL, ce sont les 8 bits, donc la partie inférieure de AX. Inférieure de AX, AL est utilisé pour accéder aux 8 bits inférieurs de AX et de AH, et utilisé pour accéder aux 8 bits supérieurs. Alors pourquoi est-ce qu'il est important d'écrire du shellcode? Rappelez-vous, pour avoir les octets nuls, c'est une mauvaise chose, en fait oui, parce que les octets nuls va nous couper notre shellcode, il ne va pas le rendre utilisable. L'utilisation des plus petites parties d'un registre nous permet d'utiliser mov AL01 et de ne pas produire d'octets nuls. Si nous l'avons fait mov EAX01, cela reproduit évidemment des octets nuls dans notre shellcode. Ces deux programmes sont fonctionnels, donc en fait ils sont équivalents, mais ils ne produisent pas le même code machine. Exemple d'une sortie normale, donc ça c'est exactement la même chose que celui-là qui est en haut. Comme je viens de le dire plusieurs fois, on a utilisé l'astuce AL et XOR pour assurer qu'aucun octet nul sera dans notre code. Là il le recompile, il refait la même chose. On peut refaire la même chose si vous voulez. Donc c'est quoi? C'est exemple 1, on compile, on colle, non, on link, et on exécute. Bon, ça sert pas à grand chose d'exécuter parce que ça fait un simple exit. Et on regarde, on le désassemble. Donc c'est exemple. Et quand on le désassemble, c'est exactement le même résultat que celui-là d'avant, et on n'a pas d'octet nul. Aussi ressemble au code hexadécimal, ainsi que les octets que nous avons besoin, c'est 31, C0, B0, 01, CD, 0 est remplacé le code en haut par run C. Donc là je l'ai remplacé, et après il faut le compiler. Alors, pour que ça fonctionne, il faut bien désactiver le NX, comme j'ai fait dans la machine virtuelle. Soit vous utilisez une très vieille distribution Linux, si vous pouvez pas le faire, soit vous utilisez un vieux ordinateur qui possède pas cette fonction-là, ou vous pouvez le désactiver à partir du BIOS ou de l'UEFI sur certains systèmes d'exploitation, mais c'est pas gagné, c'est pas forcément désactivable. Soit on peut rétrograder le kernel de Linux et à partir du grub désactiver cette fonction. Mais sur les nouveaux noyaux, là on peut pas désactiver. Et il faut pas oublier de désactiver la SLR. Donc on a le code qui est là. Donc, on a le même code qui permet de lancer ceci et on a le 31 C0 B0 01 CD 80 qui permet de terminer le programme correctement en retournant la valeur 0 et pas 1. Donc on va le compiler. Donc là on le compile avec l'option Z exec stack, c'est pour exécuter la pile. Si on n'a pas ça, ça ne fonctionnera pas et on le met en 32 bits. Le programme on compile pour architecture 32 bits. Donc là, elle est compilée. Donc normalement, il devrait nous retourner 0. Donc on exécute run 1. Donc là, on n'a rien. Et pour voir ce que le programme nous a retourné, on fait $.interrogation. Et là, on a 0. Donc c'est bon. Donc là, c'est bien dit ce que j'ai dit. Moi, le flag Z exstack désactive la protection Linux pour rendre le pile exécutable. Le programme a envoyé 0 au lieu de 1. Notre shellcode a fonctionné. On a exemple numéro 2. Générer l'écriture d'un shellcode qui génère un shell exemple de ACM. Donc là on a la même chose, sauf que là on va faire un appel système. Donc il va initialiser EAX, EBX, ECX et EDX, les registres, tout ça à 0. Une fois que ceci est fait, il va mettre la valeur 11 dans le registre EAX, dans la partie inférieure, dans AL, pour la commande execCBE, qui exécute une commande. On va lui dire à partir de l'adresse Messenger, quelle commande exécuter, donc nous c'est un shell, donc bin ch, et après on fait un appel système, et après on termine le programme pour qu'il se termine de façon comme il faut. Donc on compile, donc là j'ai l'exemple 2 là, on va le compiler, on le link,
Et là, lui, il va l'exécuter pour voir si ça fonctionne. Donc on va l'exécuter. Et on voit que là, on a un shell. Donc là, vous pouvez voir que le programme génère un shell via execCVE. Donc là, il nous explique avec man, donc à quoi correspond execCVE. Donc ça permet d'exécuter un programme. Remarque système d'un CH aurait été beaucoup plus simple. Eh bien, le seul problème avec cette approche, c'est que le système supprime toujours les privilèges. Oui, c'est en fait il y a une sécurité dessus qui permet de supprimer des fois les privilèges. Alors pas dans tous les cas, il y a eu des cas où on peut l'exploiter, mais là dans ce cas-là, on a ce problème-là. Donc on a le execCVE qui prend 3 arguments, le programme à exécuter, les arguments, donc qui peut être nul ou pas, donc dans notre cas c'est nul, l'environnement qui peut être nul aussi. Cette fois, nous allons créer directement le code sans aucun octet nul en utilisant la pile pour stocker les variables. Donc là, on a des octets nuls. Donc là, on a la fonction qui permet de pas avoir la pile. Donc, on a le string terminator. La différence, vu que c'est du Lytton underneath, on met ça à l'envers. Donc le bin ch, on peut le lire à l'envers, hein, bin ch, et on bouge ça comme ça. Donc compilons-le. Donc c'est l'exemple 3, on l'assemble, on le link et on l'exécute. Et on voit que là le shell fonctionne. Donc le nouveau shellcode fonctionne. Après là ils vont faire un objet dump pour voir si on a des zéros ou pas dedans. Donc on va faire la même chose. Et là on voit que tout fonctionne, on n'a pas de zéro dedans. Même dans la chaîne de caractères là, qui appelle notre nouveau terminal, il n'y a pas de zéro. Ensuite on va utiliser une commande sous Linux à partir de l'extraction de chaîne avec objet dump, etc. Récupérer les octets là qui nous intéressent. Soit vous utilisez cette chaîne là, soit vous écrivez à la main quand c'est pas trop long, etc. Donc là on a notre chaîne. Alors il y a le format là qui est pas bon au début, je vais enlever. Donc on a le code, donc il faut refaire le run là et le réexécuter. Donc là on a notre charge utile qui est notre shellcode. Donc on reprend ce code là, on va le réutiliser, on copie la charge utile. On va compiler ça pour voir si ça fonctionne. Donc il faut le compiler comme il le dit là, en faisant là on fait l'exécution de la pile en 32 bits hein, et après on va l'exécuter. Donc là ça fait 3 chez moi. Et normalement si j'exécute run 3 je devrais avoir un shell. Donc là ça fonctionne, on a eu notre shell. On peut utiliser par exemple ID et là on a le groupe des ID. Notre shellcode fonctionne bien. Donc on peut contacter, tout fonctionne parfaitement. Désormais, vous pouvez utiliser ce shellcode et l'injecter dans un processus. Il s'agit d'un cas pratique et à but pédagogique uniquement. Oui, donc là c'est pas pour faire des conneries. Et dans la partie suivante, je vais créer un shellcode TCP inversé. On peut faire des choses un peu plus marrantes après si vous voulez avancer. Par exemple, on peut chiffrer le shellcode ou faire des trucs un peu plus furtifs, un peu plus complexes. On peut essayer de stabiliser aussi les shellcodes. Donc voilà. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des retours. Pensez-vous à mettre des pouces bleus et à vous abonner.